Bonsoir, nous sommes le mardi 21 mars 2023. Vous regardez À l'air libre, l'émission d'actualité et de débat de Mediapart. Bienvenue. La réforme des retraites a été définitivement adoptée hier après le rejet des motions de censure qui visaient le gouvernement. Dans la rue, entre blocage et manifestation, la mobilisation continue. Ce soir, on parle du maintien de l'ordre face à ces manifestations et on parle aussi de la suite de la mobilisation. La répression par la matraque. Tu peux y aller. L'expression est du député communiste Fabien Roussel, prononcée cet après-midi à l'Assemblée nationale. Une expression que le gouvernement n'accepte pas, lui a rétorqué le ministre du Travail Olivier Dussopt. Les manifestations contre la réforme des retraites sont-elles réprimées par la matraque? Aujourd'hui, Amnesty International alerte sur le recours excessif à la force et aux arrestations abusives. Hier, c'était le leader de la CGT, Philippe Martinez, qui dénonçait une augmentation de la répression des manifestants qui n'est pas justifiée. Depuis le vote du 49.3 jeudi dernier, des manifestations se sont multipliées à Paris et dans plusieurs villes de France, pas forcément déclarées, spontanées, en réaction à cette décision unilatérale du gouvernement. Et depuis ce jour, les scènes de violences policières aussi se sont multipliées. Pour en parler, j'accueille trois invités. Pierre, bonsoir, et bienvenue. Vous êtes prof en collège, mais ce n'est pas à ce titre que vous êtes là ce soir. Vous avez accepté de participer à notre émission en tant que citoyen qui s'oppose à cette réforme et qui a été blessé place de la Concorde vendredi dernier. On va y revenir. Fabien Jobard, bonsoir et bienvenue. Vous êtes politiste, chercheur au CNRS et spécialiste de la police. Elsa Marcel, bonsoir et bienvenue. Vous êtes militante à Révolution Permanente et avocate. Vous défendez d'ailleurs des personnes qui sont interpellées pendant les manifestations. Pierre, commençons par vous. Vendredi soir, vous étiez avec une amie place de la Concorde à Paris où se déroulait une manifestation non déclarée. Pourquoi étiez-vous là-bas ? J'étais là-bas tout d'abord parce que la veille, le 49.3 était passé et que ça nous avait profondément indignés. Parce que depuis le début, on nous bassine avec des arguments bancals à propos d'une réforme des retraites que j'estime être parfaitement injuste. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais quand je vois par exemple mes parents, ma mère qui est caissière depuis plus de 25 ans, qui a 50 ans et à qui il reste une quinzaine d'années, disons que je vois le corps de mes parents qui fatigue. Je trouve que cette réforme est tout simplement injuste et le 49.3 a attisé, on le dirait comme ça, la colère que je pouvais avoir, quoi. C'est ça qui vous a décidé à manifester? Vous aviez déjà manifesté contre la réforme des retraites ou... J'avais déjà manifesté lors de la réforme des retraites. J'avais fait des marches qui s'étaient plutôt bien déroulées jusqu'à l'arrivée. J'avais pas eu de problème à ce niveau-là et j'ai toujours été relativement pacifiste, entre guillemets, en manifestation. J'ai jamais cherché à provoquer ou quoi que ce soit. Là, j'ai vu... Et ce vendredi soir à Place de la Concorde, non plus ? Non plus. Donc vous étiez là parce que des rassemblements étaient appelés ici ou là pour donc se rassembler. Donc la Place de la Concorde à Paris, qui est tout proche de l'Assemblée nationale, qui n'est pas loin de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ? Pour vous, je veux dire. Ce soir-là, on est arrivé à 20h avec mon amie et en fait, on cherchait une troisième amie qui était prise près du pont dans le noyau des manifestants les plus chargés par les CRS, on le dira comme ça. Donc on est allé du côté ouest de la place de la Concorde, dans un coin en fait, qu'on estimait être relativement isolé et relativement excentré des affrontements entre CRS et manifestants les plus durs. Donc naïvement on pensait être un peu à l'abri, d'autant plus qu'à cet endroit-là il y avait des plus jeunes, des plus vieux, c'était assez mélangé. Et en fait, en regardant de loin les affrontements, je me suis pris un projectile dans le ventre. Je me suis à ce moment-là plié en deux, complètement prostré, et j'étais un peu sous le choc. Alors, de mémoire, ce que j'ai vu par terre ressemblait à une espèce de grosse grenade, en fait. Donc à ce moment-là, avec mon ami, on a couru. Ça s'est passé très très vite. Donc j'ai rejoint les premières personnes dont j'ai croisé le regard, en fait. J'ai deux dames de 40-45 ans qui m'ont accueilli et qui m'ont conseillé de rester avec elles le temps que j'aille mieux, tout simplement. Et ce que j'ai constaté à ce moment-là, c'est que ce tir a eu deux effets. Une espèce d'effet de radicalisation. J'ai vu des gens autour de moi se mettre un peu en colère. Et donc rejoindre le noyau des manifestants près du pont. Et j'ai vu surtout beaucoup de gens partir en fait à ce moment-là. Et beaucoup de gens commençaient à prendre un peu peur. L'intention de ce tir, je la connais pas vraiment. Je peux la deviner. Mais voilà, je vais pas m'étendre là-dessus. Mais c'est quoi votre hypothèse ? Mon
mon hypothèse, alors c'est peut-être un peu paranoïaque, j'en sais trop rien, mais j'ai l'impression d'avoir servi de bouc émissaire en fait pour les CRS qui voulaient simplement nous disperser, nous faire partir et nous faire peur. J'ai vraiment ce sentiment-là. En tout cas, c'est le sentiment que vous avez et vous n'avez pas vu d'où le tir est parti. Du tout. Allez-y. Et c'est-à-dire que quand je raconte ce qui s'est passé à la manifestation, enfin, j'ai constaté effectivement sur le moment que les gens ont pris peur et sont partis, mais je constate, et c'est normal, c'est naturel quand je raconte cette histoire, que les gens, ça les dissuade pas mal aussi de venir en manifestation. C'était tellement arbitraire, ça m'a paru tellement arbitraire en fait, je faisais pas grand-chose. Ça a été moi, ça aurait pu être n'importe qui, qu'en fait ça dissuade absolument tout le monde de venir, quoi. On a beau ne pas faire partie des manifestants les plus durs, en fait, on peut à tout moment se prendre un tir. Voilà, c'est le mot, c'est arbitraire. Et c'est ce qui m'a, entre autres, semblé arbitraire dans la manifestation. On s'est fait charger à un moment donné, alors qu'on était immobile et qu'on marchait. Ouais. On n'a pas trop compris. On a pu rentrer dans la manifestation, donc, et une demi-heure après, on a été empêché de sortir. Il a fallu attendre qu'une espèce de filtrage se remette en route. Voilà. Vous n'avez pas compris ce qui vous est arrivé ce soir-là, non, du tout. Du tout. Ce que vous racontez, finalement, illustre assez bien ce qu'on va essayer de montrer et de décrypter ensemble sur ce plateau ce soir. Je voulais vous demander avant, vous avez porté plainte ou pas? J'ai déposé une pré-plainte en ligne. D'accord. Donc j'attends d'être recontacté pour la signer. Pour confirmer la plainte, exactement. Donc ce que vous racontez illustre assez bien les images qu'on va voir. Avec une question qui se pose ici, c'est l'usage légitime et proportionné de la force. Je voudrais vous soumettre plusieurs images pour analyse. La première, c'était hier soir à Paris, dans le quartier de la Bastille. Vous allez voir un membre de la BRAPM, donc la brigade de répression des actions violentes à moto, un de ses agents qui donne un coup de poing à un homme en t-shirt blanc. Alors, on avait un reporter, nous, sur place, Karl Lasque, qui était là et qui peut nous dire un tout petit peu ce qui s'est passé avant. Selon lui, un manifestant était en train de cogner sur le kiosque qu'on voit. Des policiers sont arrivés pour l'interpeller. Quelques personnes ont essayé de s'opposer à l'intervention, dont le monsieur en t-shirt blanc. Je précise que ce matin, sur BFM TV, Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, a indiqué qu'il avait demandé une enquête administrative. Quand on voit ces images, on se dit quoi quand on est spécialiste de ça et qu'on a l'habitude d'en voir? Ça, c'est une image qui est isolée du reste des confrontations, qui est isolée d'ailleurs des moments qui précèdent, donc compliqué à interpréter, mais je rappelle le principe évident de l'usage de la force, quelles que soient les circonstances, c'est que la force employée par les policiers, elle doit répondre à un danger. Et elle doit être proportionnée à ce danger ou la menace qui pèse sur eux. Et toute force excessive est non nécessaire et en ce sens est répréhensible. Donc ici, administrer un coup de poing, voir la personne chuter, ne pas lui porter secours, ne même plus d'ailleurs lui tourner ostentatoirement le dos, ne pas appeler les secours d'une part et d'autre part ne pas la conduire au poste pour l'infraction à laquelle logiquement ce coup de poing a mis un terme, sont deux sources profondes d'interrogation et de perplexité, effectivement. Je vous voyais réagir, Elsa Marcel, pendant la vidéo, pardon. Oui, non, mais ça, c'est une des vidéos qui a circulé. Il y en a beaucoup d'autres et effectivement, c'est extrêmement choquant. Après, moi, je ne sais pas si je parlerais pour décrire ce qui se joue d'une discussion autour d'un usage proportionné de la force ou pas, parce qu'à mon avis, le tournant, et on commençait à le discuter tout à l'heure quand on faisait un peu état de la situation politique, c'est un tournant profondément politique. Je pense que le gouvernement est extrêmement fébrile. Et qu'en réalité, on arrive à une nouvelle phase du mouvement. Il y a eu tout un mouvement avec les journées isolées, l'intersyndicale, le refus de la politisation du mouvement. J'entendais encore le numéro 2 de la CFDT expliquer qu'eux, ils n'étaient pas là pour faire tomber le gouvernement. La réalité, c'est que le 49.3, ça a complètement rebattu les cartes. Ça a politisé
ce mouvement-là qui était en germe en fait depuis le début. Depuis le début, on discute salaire, on discute retraite, on discute exploitation au travail, on discute régime. Et je pense que là, on est en train de discuter régime, non seulement avec le 49.3. Je veux dire, ça montre bien plus profondément la nature réelle de ce régime, de cette constitution en fait qui vient d'un régime issu d'un coup d'État extrêmement bonapartiste, extrêmement brutal. Et dans ces moments en fait les plus en difficulté, évidemment, qui va faire ressurgir ces aspects les plus autoritaires. Donc ça explique évidemment frapper et aussi des interpellations massives, arbitraires. Moi, un truc qui me marque beaucoup, j'étais encore au commissariat ce matin et j'y ai passé un peu le week-end. Ce que je trouve quand même incroyable dans la séquence, c'est que je pense que ça faisait très 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 longtemps que les commissariats n'étaient pas aussi remplis. Je pense peut-être depuis les Gilets jaunes. Mais la réalité, c'est que du coup, il y a une ambiance de politisation que je trouve exceptionnelle. Il y a des cellules pleines à craquer, je veux dire, et de manifestants et de manifestantes qui reflètent un peu aussi la sociologie de ce mouvement, c'est-à-dire avec des travailleurs, avec des intérimaires, avec des jeunes, avec des lycéens. Et je pense que c'est à double tranchant, effectivement, parce que je suis d'accord qu'il y a des charges extrêmement violentes, que ça peut être difficile. Et en même temps, pour moi, je trouve que ce niveau de politisation, ça scelle aussi une expérience commune de la répression, ça ancre politiquement la contestation de ce gouvernement. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui demandent aussi quand est-ce qu'on y retourne. Et je pense que ce qui va se jouer jeudi va être, à mon avis, un moment extrêmement important, parce que ça va être encore une manifestation massive, mais cette fois avec le contenu de la radicalité qui s'est exprimé ces derniers jours, et je pense que Macron est très 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 inquiet. Alors justement, vous avez dit que ce qui vous est arrivé pouvait avoir un double effet finalement, soit de radicalisation des manifestants, soit un effet dissuasif. Vous parlez des commissariats pleins à craquer. Sur la seule journée du 49.3, 292 personnes arrêtées, seules 9 déférées devant la justice pour des avertissements probatoires. À Paris, 64 personnes interpellées. Donc ça, c'était pour Paris le jeudi. Le vendredi soir, 64 personnes interpellées, 58 libérées sans aucune charge. C'est comment dire, le côté interpellation préventive pour empêcher l'action des manifestants, ce genre d'interpellation. Comment vous l'analysez ? Pour moi, c'est ça, oui. C'est effectivement de faire des immenses coups de filet avec... Moi, ça me rappelle, il y avait eu un peu la même dynamique pendant la COP21 en 2015. Il y avait eu, je sais pas, pour un rassemblement, il devait y avoir au moins 300 gardés à vue, beaucoup de libérations. Je pense que le pari, c'est ça, c'est d'essayer vraiment d'instaurer un climat extrêmement anxiogène, de prendre n'importe qui. Il y a des situations quasiment loufoques avec des gens qui sortent du restaurant, qui se retrouvent en garde à vue. Enfin, c'est des événements réels. Du coup, avec aussi le pari de cibler des néo-manifestants, à mon avis, de générer beaucoup de craintes. Mais en même temps, moi, ce que je constate, ou en tout cas, c'est plus nuancé que ça, évidemment, ça dépend. Mais la réalité, c'est aussi comme il y a peu de déferments. Bon, il y en a. Moi, je connais quelqu'un qui a été déféré, qui a quand même pris une interdiction de manifester, qui aura une audience le 5 septembre. Donc ça existe aussi, et c'est évidemment complètement liberticide. Qu'est-ce qu'on lui reproche à cette personne, par exemple, puisqu'on est sur un cas concret ? C'est des violences volontaires. Après, voilà, c'est des... De quel ordre ? Des dossiers qui, enfin, pour l'instant, il n'y a rien, mais je veux dire, c'est, voilà, on va dire des violences volontaires envers PDAP, des éléments un peu comme ça, qui sont des classiques de ce type de situation, mais je veux dire, c'est extrêmement rare. La plupart, c'est des trucs donc qui violence envers des personnes dépositaires d'autorité publique, donc des policiers, CRS, etc. Oui, mais je veux dire, des trucs, pour l'instant... Vous semblez le dire de façon un peu légère, comme si c'était pas grave. Oui, non, mais que ce soit grave ou pas, c'est pas forcément le débat qu'on doit avoir là, mais la question, c'est que pour l'instant, c'est pas caractérisé. Enfin, je veux dire, c'est des... C'est ça que vous pointez, c'est que c'est pas caractérisé. Non, mais c'est extrêmement léger. Et ce que je dis, c'est que pour moi, la dynamique, elle est fondamentalement politique, et que je pense que c'est ça le pari, c'est de voir est-ce qu'avec ces immenses coups de filet, ça va pouvoir, à mon avis, ça va pouvoir générer une crainte, etc. Mais je pense que c'est plus contradictoire que ça, la situation. Moi, je pense que la journée de jeudi va être absolument colossale, non seulement massive, mais plus radicale et plus déterminée. Et juste un mot sur cette question. Oui, parce qu'on va y revenir après. Pardon. Je dis juste un dernier mot, parce que je pense qu'il ne faut pas isoler aussi ces interpellations massives, ces gardes à vue, de ce qui s'exprime aussi plus du côté des travailleurs, des grévistes. C'est des piquets de grève, par exemple, du côté de Donge, du dépôt pétrolier de Donge, qui sont débloqués au LBD. C'est des réquisitions à Fos-sur-Mer, etc. La dynamique, à mon avis, elle est générale, et ça peut aussi provoquer une intensification de la grève. Et de ce point de vue, je pense que pour l'instant, l'intersyndicale est extrêmement silencieuse. Enfin, je veux dire, on devrait être en train d'appeler à des déferlements devant les commissariats, devant les piquets de grève, à, je veux dire, la constitution de grands collectifs de soutien à tous les interpellés, à tous les réprimés. Et pour l'instant, on entend ça assez peu.
Le message est passé en tout cas, si l'intersyndicale nous écoute. On revient aux images dont je voudrais qu'on les décrypte. Une autre image captée hier vers Châtelet, c'était dans le centre de Paris. Donc, là encore, on ne sait pas exactement ce qui se passe avant, mais des coups de matraque sur des manifestants coincés contre une vitrine, est-ce que c'est proportionné ou disproportionné, Fabien Jobard ? Bon, je sais, vous n'étiez pas là, vous n'avez pas tout ce qui s'est passé avant, donc tout ça sous réserve, pincette. Non, mais y compris sur l'image qu'on a vue auparavant, même si je n'étais pas là et que je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Vous avez dit des choses très claires. J'ai bien précisé, comme le sont les coups de matraque ici, que toute force qui n'est pas nécessaire est de toute façon disproportionnée et susceptible d'être poursuivie. Après, ce qui est important sur ce genre d'image, c'est d'essayer de les replacer dans effectivement le contexte politique plus général dans lequel s'inscrivent les opérations de maintien de l'ordre. Et ce qui est frappant, c'est de voir l'articulation entre ce qui s'est passé au Parlement et ce qui se passe actuellement dans la rue. Si on revient au mouvement de 1995, vous vous en souvenez, Alain Juppé déclare « Si samedi prochain, il y a des millions de Français dans la rue, je retire mon projet ». Il l'a à moitié fait, il a retiré son projet sur les retraites, déjà à l'époque, il a gardé celui sur le financement de la sécurité sociale, mais ça a été vécu par son camp politique et par la classe politique comme un aveu d'échec du pouvoir vis-à-vis de la rue. Et depuis lors, tous les chefs de gouvernement ont dit et répété, ce n'est pas la rue qui gouverne, c'est le Parlement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les 7 ou 8 défilés de l'intersyndicale qui étaient massifs, qui étaient extrêmement bien organisés, de manière extrêmement classique dans la grande tradition des manifestations françaises, respectueuses du jeu parlementaire, en reconnaissant également que le lieu légitime d'élaboration de la loi, c'est le Parlement. Mais lorsque vous coupez l'élaboration de la loi par le 49.3, forcément, vous éclatez cette logique-là. Et donc, les images qu'on voit, elles sont indexées à ce moment-là. C'est-à-dire l'idée selon laquelle ce n'est pas la rue qui gouverne, c'est le Parlement, j'empêche le Parlement de gouverner. À ce moment-là, c'est l'exécutif qui gouverne seul. Et c'est ce qui libère ces nouveaux manifestants, ceux qui s'agrègent. C'est ce qui rend possible aux manifestants qui, depuis le début, disaient « Ah, mais le Parlement n'est pas légitime, la rue est légitime, le peuple est légitime ». Là, subitement, ils ont un espace d'expression qui est bien plus grand. Les hésitations de l'intersyndicale ont leur traduction sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils sont moins là, ils sont moins présents, ils encadrent moins les cortèges, et du coup, on a tous ces phénomènes dispersés qui... Alors, est-ce que ça introduit de la fébrilité du gouvernement, de la part du gouvernement ? J'en suis pas sûr, mais du côté des policiers en tout cas, ça libère des unités que logiquement on tient en 2e ou en 3e ligne dans les cortèges intersyndicaux et qu'on voit désormais apparaître, comme on avait vu au moment des Gilets jaunes, parce que là c'était la panique à tous les étages, puisque c'était un mouvement que personne n'avait vu venir, les renseignements généraux pas plus que les autres, et ben on est allé chercher le banc et l'arrière-banc de la police, donc brigade anticriminalité, tout ce que vous voulez, jusqu'aux brigades d'assistance aux personnes sans abri, pour aller faire du maintien de l'ordre. Et donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui, si vous voulez, le désordre qui est là, qui est apparent, c'est en fait une conséquence assez logique, et je dois vous le dire, pour le coup assez attendue, des effets dans la rue du 49.3. Non, je suis pas surprise, m'étonnerait que les ministres eux-mêmes soient surpris, que pour le coup les renseignements, les RGPP, les renseignements généraux de la préfecture de police soient surpris. Là, on n'est pas surpris. Les Gilets jaunes, c'était très différent. Tout le monde était pris de court. Alors, quand même, encore une image. Ça s'est passé lors de la manifestation du 18 mars. Des dizaines de manifestants assis main sur la tête, dans une posture qui a pu rappeler celle qui avait été imposée à des lycéens de Mantes-la-Jolie en décembre 2018. Puis ces dizaines de manifestants étaient alignés contre un mur en attendant de se faire embarquer. Ce matin sur BFM, le préfet de police de Paris était confronté à ces mêmes images. Voici sa réponse. Ils sont assis, pourquoi ? Parce que c'est une façon de mettre en sécurité nos effectifs. Vous interpellez un groupe d'individus, on les fait asseoir et on les a vus. Et quand, par exemple, les effectifs de police sont moins nombreux que les manifestants, c'est une mesure de sécurité pour nos effectifs et pour les manifestants. Il n'y a pas de difficulté dans cette technique mise en œuvre. Alors, est-ce que c'est une mesure de sécurité ? Est-ce que vous achetez cet argument ? Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça dit
de la capacité du pouvoir à gérer la rue. J'achète l'argument, mais il est précédé par un autre argument qui est en réalité la multiplication dans la loi des possibilités offertes aux policiers de procéder à des interpellations massives dans une incertitude complète quant au fait que les personnes interpellées ont commis ou n'ont pas commis une infraction. En fait, on interpelle, on maintient, on encercle, on empêche toute liberté de mouvement et on voit après. Et ça, c'est quelque chose qui est rendu désormais possible par la loi, et notamment par les dispositions de la loi de 2010, la loi Estrosi, qui tend à prévenir la formation de groupements formés en vue de commettre des infractions. C'est-à-dire qu'on va interpeller des gens qui n'ont pas encore commis d'actes répréhensibles et dont on suppose, sur la base d'éléments matériels manifestement assez flous, qu'ils pourraient en commettre. Et donc là, vous pouvez prendre 50 personnes sur un carré de rue, un rectangle, les faire asseoir et attendre. Donc et on met là-dedans les manifs non déclarés, qui ne sont pas forcément en soi illégales, mais on considère que c'est... Vous pouvez mettre... Le ministre de l'Intérieur emploie le terme de risque, donc vous mettez là-dedans toute situation à risque. Mais ça, l'appréciation du risque, elle est unilatérale. C'est la salle de commandement, c'est le préfet de police. Donc, elle n'est pas prévue par la loi. Donc, que la manifestation soit interdite, non déclarée ou déclarée, là-dessus, la Cour européenne des droits de l'homme, elle est très claire. Tant que des infractions caractérisées n'ont pas été commises, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme vaut, c'est-à-dire respect de la liberté d'expression. Empêcher des manifestants en amont de la manifestation de se joindre à la manifestation parce qu'ils pourraient commettre des violences, c'est une atteinte grave à la liberté d'expression et à la liberté de manifester. Donc se rassembler dans la rue sans commettre d'infraction, même si ce n'est pas dans le cadre d'une manifestation déclarée, c'est pas un problème, c'est pas illégal. Ah, ça, c'est pas illégal. C'est la manifestation, de toute façon, elle est constatée de fait. Et d'ailleurs, même, il pèse sur la police. Parce que le gouvernement communique sur les rassemblements non déclarés. Gérald Darmanin parle de 1200 rassemblements non déclarés depuis jeudi dernier dans un communiqué dans lequel il réaffirme son soutien aux forces de l'ordre et son soutien aux forces de l'ordre qui ont été blessées. Donc c'est pour ça que je vous demande la précision. 1200 rassemblements non déclarés, pour moi, c'est plutôt un indicateur de la mobilisation contre la loi retraite qu'un indicateur de l'état insurrectionnel des Français aujourd'hui. Je veux dire, se rassembler et ne pas déclarer un rassemblement devant la préfecture, devant la mairie, devant tel bâtiment officiel. Je veux dire, quoi de plus naturel lorsqu'on entend manifester, c'est-à-dire manifester, ça veut dire, c'est un terme religieux à la base, ça veut dire, il me semble en tout cas, ça veut dire rendre visible quelque chose qui d'ordinaire est caché. Bon, donc on se rassemble dans la rue et ça n'est pas un acte attentatoire à la sûreté de l'État ou à l'ordre social. Pierre, Elsa Marcel, vous manifestez, est-ce que vous ressentez une colère plus forte, une rage libérée par cette décision du 49.3 comme l'a décrit chez nous l'écrivain Nicolas Mathieu? Oui. Allez-y, vous avez le droit de parler tous les deux. Non, allez-y, mais moi, rapidement pour te laisser la parole, mais je pense que pour moi la contestation elle est ancrée quand même très profondément depuis le 19 janvier et même bien en amont. Enfin, je veux dire, il y a une détestation même du macronisme, de la figure de Macron qu'on a connue et dont on discute du mouvement des Gilets jaunes qui était une de ces manifestations les plus radicales et les plus intenses. Donc je pense qu'il y a effectivement une colère très profonde. Pour moi, le 49.3, ça a effectivement marqué la fin d'une première phase du mouvement. Ça a eu des conséquences, je le disais, mais il y a des secteurs importants même du mouvement ouvrier qui ont durci la grève. On peut penser à la raffinerie de Normandie qui est désormais à l'arrêt, à la manière dont la grève des éboueurs s'est aussi beaucoup ancrée, beaucoup consolidée, malgré les réquisitions, malgré les menaces de déblocage, etc. Mais aussi, à mon avis, à des nouveaux secteurs. Et quand on discute de gouvernement fébrile ou pas, on verra. Mais moi, je pense que le scénario est plus ouvert que jamais parce que ce qui se passe, c'est, à mon avis, la potentialité d'un mouvement, d'une radicalité gilet jaune. Je veux dire, pour moi, c'est ça à quoi commencent à ressembler les nouvelles manifestations, les rassemblements spontanés, les actions qui se multiplient, mais avec la particularité que cette fois, il y a la méthode de la grève
et qu'il y a des secteurs de la jeunesse qui sont en train de descendre dans la rue. Les assemblées générales dans les facs sont en train de se massifier. À Tolbiac, hier, ils étaient 1000. Il n'y a jamais eu ce nombre d'étudiants dans les universités depuis le début du mouvement. Et c'est pour ça que je pense que le scénario est encore très, très, très ouvert et qu'il y a une tâche, à mon avis, de coordination de toutes les initiatives qui existent, de consolidation des grèves en cours et d'initiatives générales contre la répression, mais aussi pour l'extension du mouvement. Pierre. Je pense que oui, la colère, elle est d'autant plus forte. Maintenant, l'enjeu, c'est de faire quelque chose de cette colère. Et moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est là où je serais un peu moins optimiste peut-être, c'est que cette colère, elle se heurte à des flots d'images qu'on a depuis jeudi, effectivement de violences policières qui paraissent donc, comme j'ai dit, injustes et parfaitement arbitraires. Et donc motiver des jeunes, pas de problème, mais motiver des collègues un peu plus âgés. Motiver des collègues un peu plus âgés. Vous avez cette discussion avec vos collègues, par exemple ? J'ai cette discussion avec mes collègues qui me disent très clairement que la réforme, elle est passée, on ne peut plus rien faire, et en plus de ça, en manifestation, on risque de se faire frapper, de se faire charger, etc., etc. Donc l'enjeu, il est clair, il est de remobiliser tout le monde. Moi, jeudi, j'y retourne. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant... Vous êtes un peu pessimiste sur la capacité à mobiliser le plus grand nombre. Peut-être maintenant, ce que je constate aussi, en parallèle des images assez violentes qu'on trouve sur les réseaux sociaux et qui sont très difficiles à regarder quand même, c'est une espèce de... Comment dire, de pédagogie un peu nouvelle qui vise un public effectivement de néo-manifestants. Et moi, je ne suis pas du tout un habitué des manifestations et je découvre un petit peu ce monde-là là, depuis quelques semaines. Je constate que les gens donnent des... Alors, le mot est peut-être maladroit, mais des techniques qui... j'ai l'impression, c'est un peu décousu. Un tuto pour manifester. Exactement. Quoi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui et de plus en plus, on apprend à s'armer entre guillemets pour aller en manifestation. S'armer ou se protéger ? Se protéger plutôt. Ouais. Enfin, c'est un peu maladroit, mais c'est ça. Moi, on m'a appris que c'est un peu bête, mais que je devais y aller avec une carte d'identité toujours, que je pouvais noter le numéro d'un avocat sur un bras, etc. Enfin, on m'a donné des petites techniques comme ça qui, j'imagine, vise à me rassurer et à rassurer ces néo-manifestants, effectivement fragilisés, j'ai envie de dire, par les images qu'on voit depuis jeudi. Qui ont l'air de vous ébranler, en fait. J'ai l'impression que vous êtes assez ému. Je trouve que c'est injuste, en fait. C'est juste de l'injustice qui m'anime. Je comprends pas, en fait... je comprends pas. Le dialogue est rompu effectivement depuis l'utilisation de ce 49.3 et en amont déjà. En fait, effectivement, il y a un sentiment où qu'on ne peut plus rien faire et qu'on peut même plus en fait manifester. Et c'est ce que vous avez dit. On ne peut même plus montrer notre colère en fait. Ce qui est la base de la base. Donc effectivement, je suis un petit peu déçu entre guillemets quoi. Je voudrais qu'on en vienne aux policiers, à la sociologie des forces de l'ordre. On a publié, nos journalistes qui suivent les questions de police ont publié un article dans lequel ils interrogent pas mal de ces forces de l'ordre. Par exemple, un policier qui témoigne sous couvert d'anonymat en disant « La situation est difficile, le jeudi je manifeste contre cette réforme que je trouve violente et je vais continuer. Et puis le jour d'après, lorsqu'il est de service, il doit exercer son métier de maintien de l'ordre. C'est pas forcément évident et c'est aussi assez intéressant. Oui, alors individuellement, effectivement, ça peut amener à des situations de cas de conscience. Mais ce qu'on peut noter, c'est que les trois principales organisations syndicales policières, leurs organisations de tutelle, Force ouvrière, l'UNSA et CFE-CGC, le syndicat de cadres auquel adhère Alliance, sont toutes opposées à cette réforme. Ça marque une vraie différence par rapport au mouvement des Gilets jaunes, où là, le mouvement des Gilets jaunes s'exprimait d'une certaine manière contre les organisations syndicales pour avoir si longtemps, des décennies durant, disait-il, collaboré avec les pouvoirs successifs. Ici, cette unité syndicale, FO, UNSA, CFE, CGC, un peu baroque, mais c'est ça, les organisations syndicales policières, ça
offre un autre paysage. Après, les policiers sont formés à distinguer aujourd'hui plus que jamais. Alors c'est vraiment l'enseignement depuis 15 ans à distinguer manifestation et violence urbaine. Si vous voulez, le logiciel, les formes de commandement, les équipements, le LBD que vous avez évoqué ou autres ne sont pas du tout les mêmes dans les deux cas. Et des policiers comme celui que vous avez interrogé, qui vous a parlé, peuvent très bien montrer tout leur soutien aux manifestations et être d'une intransigeance, y compris brutale, comme on l'a vu, à l'égard de ce qu'ils identifient ou de ce que leur commandement leur dit être des violences urbaines, des situations d'émeute. Plusieurs aussi craignent une chose, la mort d'un manifestant. J'en cite un qui nous a dit « On est à la veille d'une insurrection, j'ai peur qu'un de mes gars tue un manifestant ». Ouais, bon. Ça aussi, c'est une parole isolée, peut-être pas. Non, c'était quand je faisais des entretiens avec les cadres de maintien de l'ordre. Pardon, je continue, excusez-moi. Je vous lis aussi ce qu'on a recueilli comme parole. D'autres parlent de dommages collatéraux possibles, d'un embarras de chargés de simples manifestants dont la cause est juste. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Si vous voulez. C'est-à-dire que lire ces propos donne l'impression que tout ça est fait à l'envers. À ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en réalité, l'extinction autoritaire du Parlement qu'a offert l'article 49.3 a mêlé dans la rue des gens aux motivations politiques très diverses, beaucoup plus larges que ceux qui se rangeaient derrière les bannières syndicales. Parmi lesquels, d'ailleurs, il y avait sans doute des gens qui attendaient le Parlement en se disant qu'il n'y a rien à attendre du Parlement et qui aujourd'hui donc passent à d'autres modes d'expression qui sont des modes d'expression plus offensifs, plus brutaux, qui sont tournés vers la destruction des symboles type agence immobilière, agence bancaire, etc., affrontement avec les forces de l'ordre. Et donc là, si vous voulez, ce qui est lu par les policiers, c'est ce ne sont pas des manifestants, ce sont des émeutiers. Et cette catégorisation, si vous voulez, cette naturalisation, on est manifestant ou on est émeutier, c'est quelque chose qui pèse très lourd dans les modes j'allais dire de communication, mais également de les outils, les techniques qui sont employées sur les personnes, comme vos images l'ont montré tout à l'heure. Est-ce que vous allez continuer à manifester ? Donc vous avez dit que vous iriez jeudi, Pierre ? Évidemment. Oui, je pense que c'est maintenant plus que jamais. Et peut-être pour réagir en 2 mots sur ce que vous disiez, par rapport à l'intersyndicale, je suis d'accord que les Gilets jaunes se sont construits un peu différemment, mais moi, il me semble que justement, la séquence, c'est que les gens vont commencer à demander des comptes. Parce que la réalité, c'est que on va commencer à se demander comment on peut perdre un mouvement pour lequel on a mis 3 millions de personnes dans la rue. Et je pense que c'est ça qui est en train de se jouer et que la radicalisation, elle se dessine aussi sur ce terrain-là, de dire, OK, des journées isolées, on en a fait un certain nombre, on est 3 millions, tout le monde veut le retrait, pourquoi on n'a pas encore gagné ? Et je pense que c'est ça qui est en train de s'exprimer. Et sur la question, effectivement, des forces de l'ordre, pour moi, c'est évidemment une logique institutionnelle. Je pense qu'au-delà de cas individuels, il y a de toute évidence une logique institutionnelle, ça joue un rôle répressif indispensable de toute façon pour le maintien de l'État et la survie du gouvernement. Et à partir de là, déjà, de toute façon, il y a des concessions qui ont été faites aux policiers, évidemment. Ils ne sont pas logés à la même enseigne du point de vue de la réforme des retraites et de toute l'offensive plus générale, évidemment, sur leurs conditions d'exercice. Et par ailleurs, je pense que c'est une discussion qui est intéressante parce que comment est-ce que, je veux dire, à titre individuel, ils pourraient manifester un jour et aller frapper un gréviste sur un piquet ? Dans ce cas, il faut changer de métier, quoi. Il y a les effets de radicalisation que vous dites et qui sont très justes, qui sont observés dans bon nombre de régimes. Je veux dire, les printemps arabes ont débuté par des affrontements entre les policiers tunisiens et le petit peuple des vendeurs et commerçants, des villes périphériques. Donc, mais il y a aussi la lassitude, l'épuisement d'un côté. Et votre témoignage en témoigne, entre ceux qui ont quitté la manifestation au moment même, vous-même qui y retournez. Et puis, il y a le spectacle de la violence. Et ça, le spectacle de la violence est à même
de retourner l'opinion publique. Vous disiez tout à l'heure que Emmanuel Macron parle à 13h, et comme le disait votre chroniqueur politique, 13h, devant le journal télévisé, c'est l'heure des retraités. Et c'est les téléspectateurs qui sont les plus rétifs, hostiles à toute image de violence, et qui sont le socle électoral d'Emmanuel Macron. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous suivre. Cette émission est en accès libre. Elle n'est possible que grâce à vos abonnements. Donc, si vous le pouvez, abonnez-vous et allez donc lire tout notre travail d'enquête, de reportage et d'analyse sur Mediapart. Bonne soirée, salut.